Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du podcast de l'Institut de Strategy Corp. Mon nom est Sébastien Labrec et je suis le directeur général et l'économiste en chef de l'Institut. Si vous suivez le podcast, vous vous souvenez peut-être que j'ai enregistré l'année passée un épisode sur les impacts des tarifs douaniers sur le secteur manufacturier au Québec. Un an plus tard, Donald Trump continue à imposer des tarifs douaniers sur plusieurs biens canadiens. Certains secteurs clés de notre économie sont visés par les fameux tarifs 232. L'aluminium est l'un des secteurs impactés par les tarifs 232. D'autres secteurs qui utilisent l'aluminium, comme la fabrication d'automobiles, sont également visés. Au-delà des tarifs, le secteur de l'aluminium a également fait les manchettes dans les dernières semaines en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Plusieurs pays du Golfe Persique produisent beaucoup d'aluminium, et ça a un impact sur les prix ainsi que la demande et la production. Afin de dresser un portrait de la situation dans le secteur de l'aluminium, j'ai invité Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. J'ai également invité l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à se joindre à nous. Monsieur Couillard est maintenant conseiller principal à Strategy Corp. Merci beaucoup d'être là. Commençons avec une mise en contexte. Monsieur Simard, quel est le rôle de votre organisation, l'Association de l'aluminium du Canada? L'association regroupe les trois grands producteurs de classe mondiale de métal primaire d'aluminium que sont Alcoa, Rio Tinto et Alouette, qui emploient près de 10 000 personnes à travers le Canada, dont à peu près 90% au Québec. Nous exportons la majeure partie, 90% de notre production, principalement vers les États-Unis et vers l'Europe. Vous avez donné un bon portrait de l'industrie canadienne de l'aluminium dans votre réponse, mais j'ai envie de vous demander, on sait évidemment que l'aluminium est omniprésent au Québec, mais la contribution économique ne se limite pas juste à une province. Il y a également une aluminerie en Colombie-Britannique, par exemple. Quelle est la présence de l'industrie de l'aluminium et de ses chaînes de valeur à l'extérieur du Québec? Oui, mais peut-être revenir un petit peu sur le Québec très rapidement. On produit 2,8 millions de tonnes au Québec sur 3,3 millions au Canada. Et donc, il y a un écosystème d'entreprises qui fabriquent pour nous de la machinerie de production. Par exemple, je pense à Stas au Saguenay. Il y a d'autres entreprises qui sont sur la Côte-Nord qui sont spécialisées dans le nettoyage des cuves et d'autres, une kyrielle de fournisseurs à travers le Québec. Donc, il y a un écosystème très, très riche qui est l'héritage de 100 ans, plus de 100 ans de production d'aluminium au Québec. Si aujourd'hui, on voulait, avec une baguette magique, recréer ça, on ne pourrait pas le justifier parce qu'on est rendu très loin derrière la Chine et le Moyen-Orient et la Russie en termes de capacité. Donc, on a une empreinte industrielle très, très forte et même un peu démesurée par rapport à notre empreinte de production relative sur le reste du monde. Maintenant, pour ce qui est du Canada, il y a l'usine de Kitimat en Colombie-Britannique qui appartient à Rio Tinto, qui produit 10% de notre aluminium, donc à peu près 350 000 tonnes. Et il y a, entre la Colombie-Britannique et le Québec, un autre écosystème qui, lui, transforme l'aluminium, principalement en Ontario, pour le secteur automobile, entre autres, du côté canadien et du côté américain. Je terminerai en disant que notre industrie existe parce que il y a une chaîne de valeur industrielle continentale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et nous sommes le début de la chaîne grâce à notre énergie. Nous produisons le métal primaire qui ensuite entre dans des phases successives de transformation, ce qui fait qu'on va voir le métal se promener en aller-retour à travers la frontière Canada-États-Unis, des fois près d'une dizaine de fois, avant d'arriver à sa destination finale, dans un Ford 150, par exemple, alors que le métal a été coulé au Saguenay à l'origine. Est-ce que vous avez mentionné l'aluminerie en Colombie-Britannique puis au Québec? Est-ce qu'en termes d'exportation, on voit l'aluminerie de la Colombie-Britannique exporter un petit peu plus vers l'Asie, puis les alumineries du Québec exporter un petit peu plus vers l'Europe? C'est une question qui nous amène à, comment je pourrais dire, à mettre l'emphase sur un des grands avantages naturels que nous avons. C'est la capacité de jouer les marchés parce que nos alumineries sont sur l'eau.
on a l'avantage maritime. Et ça, c'est tellement précieux pour nous. Ça veut dire que nos intrants industriels, notre alumine, arrivent par bateau, mais notre aluminium peut repartir par bateau. Et là, on peut faire ce qu'on appelle l'arbitrage des marchés. On peut décider, selon le prix des marchés en Europe ou aux États-Unis, d'expédier vers l'Europe parce que le prix est meilleur, ou d'expédier vers les États-Unis parce que la prime est plus élevée. Monsieur Couillard, en tant qu'ancien premier ministre du Québec, je vais vous poser une question un petit peu différente. Monsieur Simard a fait un excellent boulot à nous démontrer l'impact économique. Moi, j'ai envie de vous demander quel est le poids et l'importance politique de l'aluminium au Québec et au Canada? Bien, écoute, c'est un signe réel, concret de la persistance chez nous d'une industrie de pointe. Et comme l'aluminium est lié à des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, la défense, ça nous permet d'être en contact direct avec ces industries-là lorsque des programmes d'investissement gouvernementaux, notamment au fédéral, sont prévus. On le voit récemment avec la défense. Dans le cas de l'automobile, bien sûr, on a eu brièvement une industrie manufacturière automobile au Québec qui, on le sait, a disparu, mais on reste fortement connecté à cette industrie-là à cause de l'aluminium et des transformateurs qu'on a également dans le sud de la province. Donc, politiquement, c'est une industrie d'importance capitale. Si on veut toucher à l'aéronautique, il faut parler d'aluminium. Même chose pour l'automobile, même chose pour l'industrie de la défense. Et pour le Québec et ses régions, parce que on ne cachera pas, moi-même étant domicilié dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une industrie qui est vitale pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que c'est autour de 20 ou un peu plus de 20 du PIB régional est lié à la présence de l'aluminerie. Mais il faut toujours rappeler aux gens qui nous écoutent que la raison pour laquelle on a une industrie d'aluminium aussi florissante au Québec et au Canada, mais au Québec particulièrement, bien sûr, on n'a pas de bauxite, nous, on importe la bauxite d'ailleurs. C'est la présence chez nous d'une énergie renouvelable. Maintenant, c'est plus important encore qu'elle soit renouvelable, à prix abordable et disponible en bonne quantité. Ça, c'est fondamental. C'est ça qui nous donne la capacité de jouer un rôle et d'avoir notre place dans cette industrie-là. Je terminerai avec une anecdote. Quand je suis devenu premier ministre, mon ministre de l'Économie, qui était Jacques Daoust, était un de ceux qui militait beaucoup dès la campagne électorale pour qu'on mette en place une stratégie d'aluminium et qui a été fait par la suite. Et il m'a mis, je me souviens très bien, j'ai encore d'ailleurs ce morceau de métal chez moi, il m'a mis dans les mains un lingot d'aluminium, puis il m'a dit, c'est quoi ça? Ben, je dis, c'est de l'aluminium. Non, il dit, c'est de l'eau. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est nos vastes ressources hydroélectriques qui nous permettaient d'avoir cette industrie-là chez nous. Et je pense que c'est un excellent lien à conserver en mémoire. La stratégie québécoise de développement de l'aluminium a permis, et je salue l'initiative de M. Couillard alors qu'il était premier ministre, ça a permis de rassembler un écosystème extrêmement riche d'expertise, d'expérience, mais qui était totalement atomisé à travers le territoire québécois. Et donc, on avait constitué à l'époque une grappe de l'aluminium qui s'appelle aujourd'hui Alu-Québec, qui est devenue la plateforme privilégiée pour le gouvernement pour faire atterrir, en fait, des politiques et des programmes à l'intérieur d'une fenêtre unique très stratégique qui est la SQDA, qui est en fait un guichet unique pour concentrer, centraliser les politiques gouvernementales visant le développement puis le déploiement de l'industrie de l'aluminium. Donc, parlons de M. Trump. Comme je l'ai mentionné, il a visé l'aluminium dans ses tarifs 232. Donc, M. Simard, comment le secteur de l'aluminium a-t-il changé et s'est-il adapté depuis la mise en place de ces tarifs? Ça a fait en sorte que le marché a reçu le choc tarifaire, d'abord en utilisant son métal, ses inventaires pré-tarifs pour mitiger l'impact, pour diminuer l'impact sur son prix vendu d'une camionnette ou d'une voiture. Et nous, il fallait continuer de livrer. Donc, on a perdu beaucoup d'argent. On a perdu, si je pense à Alcoa et Rio Tinto, dans les semaines et les premiers mois, ils ont perdu à peu près 600 millions de dollars à livrer aux États-Unis le métal qu'il était convenu de livrer avant que le tarif se mette en place. Et progressivement, on a commencé à rediriger vers le marché européen. On parlait tout à l'heure de notre capacité de jouer des marchés. Donc, on a changé la logistique maritime et on a expédié vers l'Europe tout le métal qui n'était pas sous contrat et qui était donc devenait disponible, ce qui représentait à peu près
20 à 25 de ce qu'on expédiait aux États-Unis. Ça a pris le chemin de l'Europe, novembre, décembre, janvier, février, mars. Mais le marché américain, pendant ce temps-là, il continue de fabriquer des voitures, continue de fabriquer des biens de consommation, continue de fabriquer des avions. Eux, 70% du métal qui est importé vient du Canada, 20% vient du Moyen-Orient. Gardons ça en tête, 90% du métal vient Canada, Moyen-Orient. Le Canada retire 20% de ce qu'il envoie normalement. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont besoin de métal parce qu'ils produisent 670 000 tonnes. C'est l'équivalent d'aluminerie Alouette. Ça, c'est ce qu'ils produisent dans tous les États-Unis, puis ils en consomment 5 millions de tonnes. Alors, le prix commence à monter, le prix américain. Il commence à monter. Mais au fur et à mesure que le prix américain monte, le prix européen monte parce qu'eux aussi ont besoin d'à peu près autant de métal. Ils sont déficitaires sur leur marché. Alors, les deux marchés envoient des signaux de prix qui se compétitionnent pour attirer les mêmes unités de métal qui font l'arbitrage entre les deux marchés. Ce qui fait que, progressivement, le prix est arrivé aujourd'hui aux États-Unis à un montant jamais vu de 6 000 $ la tonne, alors qu'en Europe, pour la même tonne d'aluminium, c'est à peu près 4 000 $. Il y a 2 000 $ de différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est le 2 000 $? C'est le tarif. Ça, je dois l'admettre, là, c'est une des meilleures explications que j'ai jamais entendues sur les dynamiques de prix dans le secteur de l'aluminium en relation avec les tarifs. C'est super fascinant. On va continuer à parler du Canada, mais aussi de l'international. Monsieur Simard, vous siégez sur le International Aluminum Institute. Donc, vous êtes en mesure de voir comment ça se passe dans d'autres pays qui produisent de l'aluminium. Donc, comment est-ce que le Canada tire son épingle du jeu comparativement à d'autres pays? Aujourd'hui, 70% de la capacité mondiale est détenue par des États ou des fonds souverains. On est de plus en plus isolé dans notre modèle d'affaires parce qu'on travaille avec des entreprises privées. Et de plus en plus, pour être compétitif, on a besoin absolument de support gouvernemental pour faire face à une compétition qui est façonnée par l'argent de l'État, en Chine ou au Moyen-Orient ou en Russie ou ailleurs. Alors, quand on regarde maintenant quelle est la position, la posture canadienne, nos avantages, M. Couillard le mentionnait tout à l'heure, c'est l'énergie propre, l'énergie en grand volume qui est accessible pour produire de l'aluminium. D'ailleurs, on est à l'origine du harnachement des grands projets hydroélectriques du Québec. C'est le modèle d'affaires qui s'était développé de financer le démarrage, le départ de ces grands chantiers-là avec des clients d'ancrage qui sont des grands consommateurs d'énergie à très long terme, qui étaient les alumineries. L'autre avantage qu'on a, c'est notre proximité logistique au marché américain. On est complètement intégré. Nos délais de livraison pour du métal, c'est entre 3 et 7 jours. Pour le Moyen-Orient, livré aux États-Unis, c'est 8 semaines. Alors, on a un gros avantage dans la chaîne logistique. Puis le dernier avantage, c'est je vous dirais, l'écosystème dont je vous parlais tout à l'heure de fabricants d'intrants de production, de machinerie de production, qui nous permet de s'adapter, d'adapter nos technologies au fur et à mesure des besoins. Donc, on a des avantages, mais nos coûts sont trop élevés. Les coûts de l'énergie vont être de plus en plus élevés. Puis, on a besoin de développer une agilité technologique pour s'adapter à des marchés qui sont changés par des décisions politiques. Et ça, c'est très difficile parce que c'est hautement risqué. Et s'il y a quelque chose de nouveau au cours des années actuelles, c'est l'impact majeur des considérations géopolitiques. Ça existait déjà à l'époque, mais c'est encore plus marqué actuellement. On voit ce qui se produit, là, bien sûr, dans le Golfe Persique. Et les producteurs d'aluminium du Golfe sont directement affectés à cause de la situation dans le détroit d'Ormuz. Ils ont besoin de cette autoroute maritime pour acheminer leurs produits puis importer leurs intrants de leur production. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on ne pensait pas. D'ailleurs, votre intervention, Sébastien, le prouve au début. Peu de gens réalisent et savent que le Moyen-Orient et le Golfe Persique sont devenus
une zone importante de production d'aluminium au cours des dernières années. Il faut en prendre conscience. Je vous ai demandé comment le Canada tirait son épingle du jeu. J'ai envie de vous demander la même question, mais cette fois-ci en se concentrant sur les politiques publiques. Comment le Canada tire son épingle du jeu vis-à-vis d'autres pays qui produisent de l'aluminium ou qui ont besoin d'aluminium? Aujourd'hui, ce dont on souffre comme secteur, principalement, c'est l'asymétrie, avec un L apostrophe, entre le cadre fiscal qu'on connaît ici au Québec, au Canada, versus ce qui est changé aux États-Unis, ce qui est en train de changer en Europe. Donc, non seulement on fait face à une production mondiale qui, à 70% est détenue par des États, ce qui implique des sources de financement qui sont pas toujours transparentes et qui sont la plupart du temps en dessous des coûts du marché. Mais qui plus est, une situation avec notre voisin du Sud, qui est notre marché, rappelons-le nous, 90% de ce qu'on exporte va aux États-Unis. Et là, on doit faire concurrence avec des taux, d'une fiscalité qui est démesurément plus progressive aux États-Unis que ce qu'on connaît ici. Ce qui fait en sorte que dans un contexte de risque géopolitique comme celui qu'on connaît, alors qu'on aurait certainement du mérite à vouloir accroître notre capacité de production, on n'a pas les éléments fondamentaux qui le justifieraient et le permettraient ne sont plus là. Donc, il faut revoir la donne et on travaille beaucoup avec les gouvernements, surtout avec le gouvernement fédéral présentement, pour recadrer les paramètres de politique publique qui visent notre industrie afin de faciliter des investissements qui vont nous amener dans la prochaine génération de technologies pour assurer notre avenir dans un horizon, comme M. Couillard s'en souvient, je suis certain, de 25 à 50 ans, qui est l'horizon dans lequel on considère les investissements dans notre domaine. Quand on investit dans l'aluminium, on est toujours dans les centaines de millions, dans les milliards de dollars. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a besoin d'avoir une visibilité dans le temps pour s'assurer qu'on est capable de récupérer ces investissements-là sur un horizon qui est raisonnable. Puis les gouvernements nous aident à le faire en dérisquant l'environnement d'investissement. Sébastien, ce qu'on fait beaucoup lorsqu'on négocie avec l'industrie, je l'ai fait lors de mon passage au gouvernement, c'est de fixer une entente avec les industriels qui tient compte du prix mondial de l'aluminium. Il y a un harnachement de l'entente avec le prix mondial. De sorte que ça nous permet de s'ajuster quand même assez bien, c'est pas idéal, mais assez bien aux réalités du marché, surtout des prix. Et ça, c'est important. Puis c'est un modèle, je peux rajouter, c'est un modèle qui a fait en sorte qu'on a réussi à traverser des cycles baissiers du prix de l'aluminium qui ont causé la fermeture de dizaines d'alumineries dans le monde, dont la plupart aux États-Unis. Petite parenthèse, les Américains ont perdu 90% de leur capacité en 15 ans à cause de deux choses. La première, c'est qu'ils ont déréglementé le secteur de l'énergie, donc les prix ont augmenté de façon considérable. Puis en même temps, la Chine est arrivée sur le marché avec des coûts de production considérablement inférieurs à la moyenne mondiale, et ce qui a baissé le prix de l'aluminium et qui a fait en sorte que des fabricants américains étaient plus capables de tenir le coup. Pendant ce temps-là, au Québec, le prix de l'énergie, qui est notre plus gros intrant et notre plus gros coût, lui s'ajustait à un prix baissier. C'est ce qui a fait en sorte qu'on était capable de surmonter dans le temps, de maintenir nos investissements puis de maintenir nos opérations. Vous avez mentionné que beaucoup d'alumineries aux États-Unis ont fermé en 15 ans. J'ai envie de vous demander, quand on entend M. Trump parler des tarifs, on a toujours l'impression, puis ça c'est l'aluminerie, mais c'est d'autres secteurs aussi, on a toujours l'impression que lui, dans sa tête, c'est juste une switch que tu peux retourner à on, puis après ça va repartir. Est-ce que vous pensez que c'est simple de même? Toutes les alumineries qui ont fermé aux États-Unis, peuvent-tu juste repartir demain? Alors, c'est une très bonne question, puis je vais vous partager ce qu'on pousse présentement du côté américain comme raisonnement. Je pense que ça met beaucoup de lumière sur tout ça. Quand on prend les 2,7 millions de tonnes qu'on exporte vers les États-Unis à chaque année et qu'on déconstruit
l'intrant énergétique, c'est-à-dire combien ça prend d'énergie pour produire ça, ça représente 40 millions de mégawattheures d'énergie par année. 40 millions de mégawattheures d'énergie par année pour produire 2,7 millions de tonnes. En fait, quand on exporte l'énergie, quand on exporte l'aluminium, c'est de l'énergie qu'on exporte. Du côté américain, pour reproduire ça, ça prendrait l'équivalent de 4 barrages Hoover, qui est le plus gros barrage en activité aux États-Unis. Donc, on parle d'à peu près 80 milliards de dollars d'investissement juste pour produire l'énergie à partir de ressources hydroélectriques qu'ils n'ont pas. Donc, financièrement, même s'ils pouvaient y arriver, pratiquement parlant, c'est impossible à livrer. Et ça, c'est l'énergie, là, le 40 millions de mégawattheures, c'est l'équivalent de ce que consomment 466 centres de données. Alors, ce qu'on dit aux Américains, c'est écoutez, c'est à vous de faire le choix, ça vous appartient, mais vous ne pouvez pas faire les deux. C'est un ou l'autre. Puis si tout ça est dans une optique de sécurité nationale, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle et les centres de données ou c'est de produire du métal que vous pouvez acheter de votre voisin du Nord en toute sécurité? Alors, non, on ne peut pas tirer sur une switch puis repartir une aluminerie. La capacité existante est utilisée à 50% maintenant parce que les usines sont tellement vieilles, ils n'ont jamais réinvesti, que des redémarrages, il n'y a personne qui veut en faire. C'est pas rentable. Les usines ont plus de 60 ans aux États-Unis. Ici, notre moyenne, c'est à peu près 35 ans, puis on réinvestit entre 500 millions et 1 milliard par année dans nos usines. Quand on avait été visité par, je dirais, un membre de l'industrie américaine d'aluminium qui voulait, soi-disant, explorer la possibilité d'installer une usine au Québec. C'était l'époque, Jean, où on disait qu'il ne fallait pas augmenter la production, qu'on avait à la limite trop de production. C'est plus le même enjeu maintenant. Mais c'est intéressant comment ces gens-là sont venus faire, littéralement, c'était apparent, c'était évident, là, on n'est pas naïf à ce point-là. Ils venaient faire une enquête sur la détermination du prix de l'électricité au Québec pour éventuellement l'utiliser dans des négociations ou des plaintes dans différents organismes sur le soi-disant dumping de l'électricité québécoise ou canadienne aux États-Unis. Alors, il faut être extrêmement attentif. Ils ne sont pas revenus après. On n'a pas été impolis. Ce n'est pas notre caractéristique, les Canadiens, d'être impolis. Mais disons qu'on n'a pas montré beaucoup d'enthousiasme face à l'idée. On en avait parlé d'ailleurs à nos représentants industriels à l'époque. Et vous savez qu'ils sont encore sur ça, hein, ça revient encore sur la table. Là. On est en train de préparer des notes parce qu'ils reviennent sur la notion de l'électricité subventionnée. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas ou ils refusent de connaître la façon dont l'électricité est produite et financée au Québec. On l'a payé nous-mêmes, on n'a pas eu de subvention. Ça a été fait sur les marchés financiers de New York au début, avec le développement de la baie James. Je l'avais bien expliqué tantôt. Donc, c'est un peu illusoire, mais on a vu récemment que la logique n'est pas nécessairement au rendez-vous dans ces différents arguments-là. Mais ce qu'on entend souvent dire aux États-Unis, c'est une autre erreur ou inexactitude pour être poli, c'est qu'ils disent, le président l'a dit comme ça il y a quelques semaines, on n'a besoin de rien du Canada. We don't need anything from Canada. OK. Mais si on regarde l'aluminium, on vient d'en avoir la démonstration que c'est totalement inexact. Et en passant, c'est la même chose pour le bois d'œuvre. Donc, c'est une réalité à laquelle, tôt ou tard, ils devront faire face. On a parlé de beaucoup de sujets dans les dernières minutes, mais une chose dont on parle de plus en plus, c'est le secteur de la défense. La stratégie industrielle de défense du gouvernement fédéral mentionne d'ailleurs le rôle et l'importance de l'aluminium. Selon vous, quelle est l'opportunité, mais aussi le principal défi pour l'aluminium canadien dans le domaine de la défense? Monsieur Simard? L'industrie de la défense représente une très belle opportunité pour le secteur de l'aluminium si on s'en remet, par exemple, à la liste publiée par l'OTAN des matériaux critiques qui sont requis pour les différentes catégories d'équipements pour les pays membres de l'OTAN. L'aluminium est le premier matériau sur la liste pour chacune des applications. Et la question qu'il faut se poser, c'est d'où va provenir cet aluminium? Quand on regarde, on a fait le calcul, quand on regarde les pays de l'Alliance, de l'OTAN, le Canada produit 45% de tout l'aluminium primaire des pays de l'OTAN. 45%. Les deux autres pays qui en produisent plus qu'ils n'en consomment, c'est la Norvège, à peu près 1,3 million de tonnes, puis l'Islande, à peu près 600 000 tonnes. Après ça,
il n'y a pas de métal disponible. Le métal provient, après ça, de pays comme la Russie, la Chine, le Moyen-Orient, l'Inde, aucun membre de l'OTAN. Puis très souvent des menaces pour l'OTAN. Alors, on se recadre dans l'exercice canadien, la politique industrielle de défense. Ça va faire du sens que dans la mesure où on est capable de s'associer aux besoins de l'OTAN. Parce que tout ça est une question de nombre, de masse critique. Le Canada est un très petit pays. Ses besoins, relativement parlant, sont aussi, somme toute, petits. Si le Canada commande des chars d'assaut, par exemple, puis qu'il y a de l'aluminium, on calcule l'intensité d'utilisation, on multiplie par le nombre de chars d'assaut, puis il n'y a personne qui va investir pour développer l'alliage spécial pour un aussi petit volume. On ne fera pas nos coûts. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait une approche de symétrie avec l'Europe, à travers, par exemple, l'accord qui a fait en sorte que le Canada peut participer aux approvisionnements de défense européens. Ça s'appelle SAFE, S-A-F-E. Donc, il faut vraiment avoir une vision encore plus, comment je pourrais dire, géopolitique, transactionnelle avec l'Europe sur les approvisionnements pour faire en sorte qu'au Canada, on puisse procéder aux investissements requis pour répondre à l'appel. Donc, parlons d'innovation. Monsieur Simard, vous parlez aux producteurs pratiquement à tous les jours. Quels sont les domaines d'innovation technologique et scientifique les plus prometteurs dans votre secteur? Écoutez, l'innovation est toujours tirée par la recherche d'une plus grande efficience qui va procurer une plus grande productivité et donc maintenir notre compétitivité, ce qui va justifier des investissements. C'est un cercle vertueux. Notre plus gros coût, c'est de loin l'énergie. Donc, tout ce qui peut contribuer à améliorer notre efficience énergétique et donc vraiment d'utiliser au maximum chaque électron qui entre, c'est certain que c'est une recherche qui est en continu. L'efficience du procédé industriel, c'est fondamental parce que c'est un procédé industriel qui est d'une très grande complexité. On a des cuves qui sont à 800 degrés Celsius, un environnement où est-ce qu'on a des champs magnétiques. Les gens ne peuvent pas s'imaginer, mais un environnement où il y a des champs magnétiques, là, vous lancez une poignée de 25 sous dans les airs, puis ils se collent tous ensemble. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on veut amener l'automatisation? Ça veut dire que des senseurs qui fonctionnent dans d'autres environnements industriels ne fonctionnent pas pour autant chez nous. Et donc, des véhicules autoguidés, il faut toujours adapter des technologies très récentes, conçues pour des environnements industriels normaux. Il faut les adapter à notre environnement industriel qui est extrêmement agressif en termes de contraintes d'utilisation, chaleur, champ magnétique, et ainsi de suite. L'intelligence artificielle est certainement un vecteur très, très, très important en termes de recherche et développement. C'est un domaine là, qui est vraiment en plein déploiement dans un contexte industriel qui est extrêmement conservateur parce que, je vous le rappelle, on n'arrête pas une aluminerie. On doit tourner 24 heures sur 24, 365 jours par année, sinon le métal fige dans les cuves. Ça veut dire que tout se fait en continu pendant que l'orchestre joue puis que les danseurs dansent sans arrêt. On ne peut pas interrompre quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment mesurer les interventions, l'ajout d'équipements et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une grande contrainte. Je vous dirais que la quête de la réduction de l'empreinte carbone, le saint graal de l'industrie, qui se matérialise chez nous à travers Illicis, c'est certainement le plus bel exercice, c'est notre conquête de l'espace. Hein. Faut le voir comme ça. On est privilégié au Québec d'avoir une mission qui va nous séparer du reste de l'industrie mondiale quand on va arriver à déployer une technologie comme Illicis qui va nous faire passer d'une faible empreinte carbone à zéro empreinte carbone
au cours de la prochaine décennie. Et ça, c'est probablement le plus beau, ça sera le plus grand succès qu'on aura connu dans l'industrie parce qu'on va se mettre à produire de l'aluminium pour la première fois avec une technologie différente de celle qui est utilisée depuis plus de 100 ans à travers le monde. Et ça, M. Couillard, je vous lance les fleurs parce que je sais que vous étiez impliqué avec Elysis. Oui, puis peut-être un bref retour pour expliquer à notre auditoire pourquoi ça a un impact sur les émissions de carbone, parce que les gens assument que parce qu'on a de l'électricité, il n'y a pas d'émissions de carbone associées à la production d'aluminium. C'est vrai qu'elle est fortement réduite, mais il en reste encore, notamment à cause d'utilisation d'anodes en carbone qui émettent du CO2 à mesure qu'elles sont utilisées dans le processus d'électrolyse. Donc, c'est vraiment une révolution industrielle extraordinaire. C'est des électrodes surtout faites en céramique ou dérivés de céramique qui fait que les émissions sont quasiment réduites à zéro. Alors, comme bien des choses, et j'aime bien commencer avec les anecdotes ou finir avec les anecdotes, ça s'est fait de façon un peu inattendue pour moi parce que j'étais en déplacement à l'époque à Washington dans le cadre de ces conversations quasi continues avec les Américains. Et à l'ambassade canadienne à Washington, voilà que je rencontre les représentants de nos deux grandes compagnies de production d'aluminium primaire, Rio Tinto et Alcoa, et qui, de façon surprenante, veulent s'allier dans un projet commun. Déjà, en soi, il y avait quelque chose d'extraordinaire pour nous parce que ce sont deux concurrents assez vigoureux, on le sait. Mais là, ils voulaient avoir un projet commun et ils voulaient bien sûr avoir le soutien du gouvernement. C'était le projet Elysis qui vise à bâtir des usines de production d'aluminium avec ces électrodes en céramique ou quasi-céramique avec extrêmement peu d'émissions de CO2, ce qui va revêtir avec le temps un avantage considérable. Là, je surveille le développement de la technologie parce que, bien sûr, on en avait fait l'annonce à l'époque avec Justin Trudeau. Il y avait une première petite installation pilote qui a été mise sur pied et on augmente progressivement l'ampérage de ces cubes-là jusqu'à les rendre à un niveau à l'échelle qui va nous permettre de produire cet aluminium-là en grande quantité, qui un jour va redevenir à la mode. C'est un peu moins depuis qu'on a mis un couvercle sur la transition énergétique et les questions de carbone, mais ça va certainement le redevenir. Alors, pour le Québec, c'est extraordinaire de penser qu'on aura développé chez nous la production la plus moderne, la plus écologique également d'aluminium au monde. Et je pense qu'il y a de quoi être très fier de ça. Bien sûr, ça nécessite des ressources financières, un accompagnement du gouvernement et justement de la réglementation. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose à célébrer comme Québécois et les prochaines années devraient le démontrer. Monsieur Simard, Monsieur Couillard, merci beaucoup d'être venu nous jaser sur le podcast aujourd'hui. L'aluminium, c'est un secteur, ça bouge beaucoup, comme vous l'avez mentionné. On a parlé de tarifs, on a parlé d'environnement, on a parlé de défense, on a parlé de production automobile. Donc, c'est un secteur qui touche beaucoup d'autres secteurs de l'économie. Puis, tu sais, honnêtement, c'est un secteur qui touche aussi la vie quotidienne de tous les Canadiens et les Canadiennes. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Moi, j'ai énormément appris, puis je sais que nos éditeurs vont avoir appris beaucoup de choses également. Merci beaucoup. Oui, merci. Plaisir, merci de l'invitation. Les opinions exprimées dans ce podcast ne sont pas nécessairement celles de Strategy Corp. Tous les droits de cet épisode sont réservés et les invités du podcast peuvent être des clients actuels ou passés de Strategy Corp. Pour en savoir plus sur l'Institut de Strategy Corp et pour vous abonner à notre bulletin d'information, veuillez visiter notre site internet à strategycorp.com/institute. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et LinkedIn. Mon nom est Sébastien Labrec et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.